Bonjour à tout le monde et bienvenue dans dans la salle de presse de la Commission, ici en présence physique. Et merci également de nous suivre en direct sur Europe by Satellite. Nous sommes le vendredi 2 juillet. J'aimerais commencer nos annonces d'aujourd'hui avec l'agenda de la présidence pour les prochains jours et pour la semaine prochaine. Comme vous le savez déjà peut-être, la présidente von der Leyen est aujourd'hui à Vilnius pour présenter l'évaluation de la Commission du plan de reprise et résilience lituanien dans le cadre du programme Next Generation EU. La présidente rencontrera les présidents de la Lituanie, Messieurs Gitanas Nausėda et la première ministre, Madame Ingrida Simonite. Elle visitera également un projet dans le domaine des batteries solaires qui sera financé grâce à la facilité pour la reprise et la résilience. La semaine prochaine, lundi, la présidente participera par visioconférence au sommet des Balkans occidentaux dans le cadre du processus de Berlin. Mardi, la présidente s'adressera à la plénière du Parlement européen à propos du début de la présidence slovène du Conseil de l'Union. Et dans l'après-midi, comme d'habitude à Strasbourg, elle présidera la réunion du Collège des commissaires. Mercredi, la présidente s'adressera à la plénière du Parlement. Excusez-moi, j'ai perdu les fils. Mercredi, la présidente, effectivement, s'adressera à la plénière du Parlement européen dans le cadre du débat sur les conclusions du Conseil européen qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi et vendredi. Jeudi, ensuite, la présidente von der Leyen reprendra son tour des capitales dans le cadre de Next Generation EU. Elle se rendra notamment en Chypre et en Croatie. Et enfin, le dimanche 11 juillet, la présidente participera à la cérémonie des commémorations pour le 77e anniversaire du massacre des Campo di Fossoli à Carpi, en Italie. Voilà, pour continuer, je voudrais maintenant inviter Peter à monter sur le podium pour une annonce sur notre engagement avec le partenariat oriental. Merci et bonjour. Today, the European Commission and High Representative present a proposal how to take forward priorities for cooperation between the European Union and Eastern partners in the coming years. To recall, the Eastern Partnership as such aims to strengthen and deepen political and economic relations between the EU and the countries of the Eastern Partnership. And today's proposal is based on 5 long-term objectives and focuses on priorities for our future cooperation, which continues to aim at bringing tangible benefits for the people. This comprehensive agenda includes increasing trade and growth, creating more jobs, investing in connectivity, strengthening democratic institutions and the rule of law. This is a very important point. Supporting the green and digital transitions and promoting fair, gender equal and inclusive societies. Part of the adopted proposal is Regional Economic and Investment Plan worth 2.3 billion euros, which will support the post-corona recovery and long-term resilience of the countries of the Eastern Partnership. And more detailed press release and accompanying press material is being published as we speak and can be found on our websites. Thank you very much, Peter. And finally, let me remind you that today at 13:30, we will have a technical briefing on the record on the Lithuanian Recovery and Resilience Plan. And now we can turn to your questions. So let me see if anyone in the room or connected has a question. Yes, go ahead. Hi, Łukasz Osiński from Polish Press Agency. I would like to ask about the investment agreement with China, which was signed on December last year, and I think that several weeks ago, Commissioner Vice President Dombrovskis said that the ratification of this agreement was stopped. So, could you give us a state of play when it comes to the agreement? Thank you. Very much. I will invite Miriam to join me for providing an answer.
Yes, thank you. So following the EP resolution that was voted on the 20th of May, we said that we took note of this resolution, which confirms that the ratification of the CAI should be seen in the wider political context, and that the Chinese retaliatory sanctions against members of the European Parliament and also against an entire parliamentary committee are regrettable and do not create the favorable moment for the ratification. Having said that, the agreement is, as such, is bringing benefits for European stakeholders, is leveling the playing field, so it has advantages. But we are continuing with the technical work, so we are not yet at the stage of ratification. What the EVP Dobrowski said is that the moment that we have finished this technical work, we will reassess the situation and take into account all the elements and see whether we can move forward or not. Thank you very much, Miriam. Are there additional questions for Miriam on this issue of the investment agreement with China? So please only keep your hand up if you have a question on this. I see several questions, and I wonder if they're about this. Yes, Vincenzo. Can you hear me? Yes, we can. Go ahead, Vincenzo. Yes, we can. Go ahead, Vincenzo. Okay, thank you. No, my question is not about that. Is another question is about the Eurocup, Football Eurocup, as Commissioner Skinas said he has some doubts on the fact that semi-finals and finals will be played in Wembley Stadium in London, as there are rising cases of COVID-19 in the UK, and also several ministers of EU member states expressed some concerns. So I would like to know if the European Commission has an official position on this topic, and if so, if it's in contact with UEFA to find a solution, as this can affect the European citizens. Thank you very much. Thank you very much for your question, Vincenzo. It is indeed a relevant topic, but it's not the topic which we are addressing right now, for which Miriam is on stage, which is the one of the investment agreement with China. So I will invite you to wait a bit until we finish this topic and we can start other ones. I see that Lawrence's hand is up, so I assume it's for Miriam. So go ahead, Lawrence. Yeah, it is. Thanks, Dana. So Miriam, can you give us a sense of when you think the technical work on the CAI will be completed? Are we talking about the fall, sometime in September, October? And can you remind us what that work will achieve when it's completed? I mean, as I remember it, that will basically it will set out all the details, it will be ready for translation, it will be completely done and ready to be adopted. Is that right? And maybe you can just talk us through the logic of this, because there is clearly a political break on it at the European Parliament that the Commission has taken note of. Why continue with the work at that point? Doesn't that rather kind of suggest that you don't take the political break on CAI seriously? Thanks. Thank you, Lawrence. Thank you, Laura. So as regards the technical work, first of all, we need to do the legal scrubbing as we do with any trade agreement, which already can take at least a couple of months, if not more. It depends, of course, because we cannot foresee. And then once the technical work, the legal scrubbing is finished, we need to translate the agreement into all EU official languages, which I understand it's 23 or 24 already, which means that, again, we will need to wait for a few months. So I cannot give a concrete time frame because we don't know exactly when this will happen, but we know it will still take a few months, maybe end of the year, maybe next year. We don't know exactly. Then why do we continue with this technical work? As I said initially, we still think that the agreement is of economic entries for the EU, for EU stakeholders, that will get improved market access, that would get a level playing field, and we also have sustainable development commitments in this agreement that we have never had before with China, and China has never subscribed with any other trade partner. So we do believe that the agreement has an economic interest, and that's why we say we continue the technical work. Of course, this doesn't take place in a political vacuum. The day that we have finished this work, we will reassess the situation, and of course, this
situation of the sanctions that I explained before will impact on our decision whether we move forward or not. So we will have the opportunity to see whether there has been any evolution of the situation or not, and then we will see whether we move forward. Thank you very much, Miriam. Indeed, it is important to be ready at the technical level should the process continue at the political one, and not to let the technical level impede the political one. But of course, it is the political judgment regarding and the process of ratifications which are the decisive elements regarding the future of this agreement. Are there any additional questions about this? I think that Lawrence has a follow-up question. Go ahead, Lawrence. Yeah, no, sorry, I just want to pick up on exactly that point that you and Donna and Miriam just made. I mean, there will be a political judgment on that. That political judgment will be based on actions that China has already taken on the sanctions front and potentially on other front. I simply do not understand why you don't make a political judgment to say now what China has done is wrong. If it changes what it is doing, then we can reassess. But we make the political judgment now instead of carrying on the work as if we want to do this. I simply don't understand why that is the case. Maybe, Lawrence, I can add that the fact that we have the CAI doesn't prevent us from using other tools autonomously when we need to react against China for certain practices. We have recently the white paper on foreign subsidies. We have a 5G tool. We have other mechanisms, FDI screening too, that we can use whenever we feel that China is not doing the right thing on different fronts. So the CAI agreement, of course, is not meant to solve all the issues we have with China. Is one part, which is economically beneficial, as I said, for our companies. But of course, this does not prevent us for using the other tools and even for not going forward with the China when the moment comes and engaging in human rights actions where necessary. Thank you very much. Are there additional questions about the plant agreement with China? I see that David's hand is up. David, is your question about this? No, it is also for Miriam, but it's on vaccines. So since Miriam, it's about the investment agreement with China, indeed. So then, Alain, vas-y. Il y a deux facettes en fait dans cette question soulevée par Lawrence. Le message que vous envoyez au Parlement européen et puis le message que vous envoyez à la Chine. Est-ce que c'est pas inconséquent de dire, d'entendre le Parlement qui dit on suspend tout, etc. Et continuer le travail, ça envoie le message en fait à la Chine que pour la Commission européenne, les choses continuent, business as usual, on peut faire du business sur cette base-là, vous pouvez continuer à agir comme vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de cohérence et d'affirmation de cette commission géostratégique vis-à-vis de la Chine, et là où vous êtes en totale incohérence finalement entre les buts et les objectifs que vous annoncez et le quotidien? Merci pour relancer la question, Alain. Je pense qu'il faut distinguer, comme Myriam vient de le dire, le but du CAI, du Investment Agreement, qui est précis, qui se réfère à l'investissement et qui a sa logique et ses bénéfices, comme Myriam vient de le voir, dans le domaine de l'économie et de l'investissement, et la panoplie de nos relations avec la Chine, qui est beaucoup plus large, et nous avons beaucoup plus d'instruments que nous utilisons, que nous exerçons, pour rendre très claires nos positions sur les actions du gouvernement chinois en relation avec un nombre de choses, que ce soit politique ou que ce soit économique, par rapport à la participation de la Chine au marché ou aux échanges mondiaux. Donc il est très important de ne pas voir les CAI comme étant les seuls instruments par lesquels nous rendons nos positions connues et efficaces par rapport à la Chine. Et deuxièmement, non, je pense que Myriam a expliqué que le travail
si tu veux, des routines de manière technique, des toilettages juridiques dans le texte, ça n'empiète pas sur le fait qu'il y aura une analyse politique très claire qui décidera de l'avenir de cet accord. Myriam, est-ce que tu aimerais ajouter des éléments? Non, je pense que tu as été assez clair, Dana. Alain, tu veux relancer? Excuse-moi d'insister parce que tu parles d'autres instruments, tu parles de notre position très claire. Là, je veux dire, si tu le dis ici en salle de presse, et évidemment nos amis chinois peuvent nous entendre, mais le message qui est envoyé à Pékin, c'est le message, comme tu le dis, on continue le travail technique. Mais quelque part, si on était sérieux, ne devrait-on pas simplement stopper le travail technique pour que le message à la Chine soit clair? On a d'autres instruments, comme tu le dis, mais là, en l'occurrence, on parle de l'instrument du CAI, on parle de cet instrument précis. Moi, ça me paraît franchement assez incohérent et plutôt faiblard face à l'attitude de Pékin. Mais bon, voilà, c'est à la fois un avis, mais en même temps, c'est une question qui, à mon avis, doit se poser aussi à votre niveau. C'est effectivement une question, non seulement un avis, Alain, et merci pour l'avoir lancé parce que ça nous donne la possibilité d'essayer d'encore plus clair que nous l'étions jusqu'ici. Le travail technique sur cela et sur rien d'autre ne va jamais remplacer une position politique que la Commission européenne ou que l'Union européenne va prendre au sujet de cet accord ou sur toute autre chose concernant la Chine et d'autres pays. Donc, j'aimerais que ça soit très, très clair. Le fait qu'il y a du travail technique en relation avec cela, ça ne veut pas dire qu'il y a un signal que nous voulons donner sur la fin de ce processus qui impliquera évidemment une démission politique déterminante. Merci beaucoup. Je pense qu'on a épuisé les questions sur l'accord. Donc, je donnerai la parole à Christian Spielmann, qui essaie de nous joindre, mais il n'a pas de connexion. Mais il nous envoie une question par écrit dans le chat. Donc, il pose la question... si la levée des sanctions chinoises contre des députés européens est une condition dans le cadre du processus CAI. Et je donnerai la parole à Myriam pour y répondre. Donc, encore une fois, c'est une question des Christians. Oui, merci. Comme j'ai expliqué déjà, on n'a pas encore présenté l'accord pour adoption et ratification. Et le moment qu'on présente l'accord pour ratification et adoption, on évaluera la situation et on décidera les pas à suivre. Merci beaucoup. Donc, je donnerai maintenant la parole à David, qui a une question pour Myriam, mais sur des vaccins. Vas-y, David. Oui, merci, David Carrette, Radio Radicale. Question sur les vaccins, parce que hier, un responsable africain, Steve Maziwa, si je ne me trompe pas, qui est du African Vaccine Acquisition Trust, mais aussi un milliardaire, j'oserais dire, a lancé des accusations envers l'Union européenne. Il a dit « Not one dose, not one vial has left a European factory for Africa ». Et après, il a remercié les États-Unis parce que c'est les seuls apparemment qui font des donations. Je voudrais savoir si c'est vrai qu'il n'y a pas eu une seule dose qui est partie de l'Europe vers l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, David. Donc, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question qui concernent, disons, les donations ou les exportations ou des échanges entre l'Union européenne et l'Afrique. D'abord, donc ça impliquera plusieurs porte-paroles. Je pourrais donner dans une seconde la parole à Myriam pour ce qui est les exportations. Et ensuite, il y aura d'autres porte-paroles qui pourraient ajouter des éléments sur le partage des vaccins, et y compris sur notre travail avec COVAX. Mais j'aimerais donc te rappeler que nous avons une ambition très forte d'aider l'Afrique et nos autres partenaires dans le monde
à se vacciner. Donc, dans l'immédiat, la priorité est effectivement de s'assurer qu'il y a autant de doses que possible qui arrivent en Afrique pour aider la population africaine de se vacciner. Et au moyen terme, nous avons l'ambition, appuyée par des moyens financiers très clairs que nous avons annoncés, de au moins 1 milliard d'euros, d'aider l'Afrique à construire sa capacité de produire des vaccins sur place. Donc, des vaccins produits en Afrique pour les Africains, avec des transferts de technologies européens, y compris la nouvelle technologie en mRNA, et avec du soutien des investisseurs et des scientifiques européens. Donc ça, c'est pour le moyen terme. Pour ce qui est le court terme et les chiffres des exportations, nos exportations, je donnerai la parole à Myriam pour plusieurs précisions. Oui, d'abord, expliquer que dans le cadre des mécanismes d'autorisation des exportations, la plupart des pays africains sont exclus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'une autorisation pour pouvoir exporter. Pourquoi? Parce que c'est des pays vulnérables et par des principes de solidarité humanitaire, on a décidé qu'ils ne devraient pas être assujettis à cette condition. Il y a quand même certaines exportations, par exemple l'Afrique du Sud, elle a reçu des exportations en provenance de l'Union européenne. Si on regarde les derniers chiffres, l'Afrique du Sud est dans les top 10. Elle a reçu plus de 100,6 millions de doses. Alors, ça montre que vraiment, le système fonctionne et on exporte. En ce qui concerne les exportations via COVAX, et comme vous savez, bon, on est un gros contributeur. Là, je vais laisser la parole à mes collègues. Je peux juste dire que plus de 40% des livraisons qui ont été faites via COVAX proviennent de l'Union européenne. Ce n'est pas nous qui décidons les pays, ça, ce n'est pas une décision qui est de la maîtrise de l'Union européenne, mais qu'on est un des plus grands contributeurs avec plus de 40% des vaccins produits en Europe qui sont distribués via COVAX. J'imagine que dans ces distributions, il y aura pas mal de pays africains. Mais je pense que mon collègue Peter, il aura plus de détails. Voilà, pour ce qui concerne les chiffres des COVAX, Peter, qui remplace Anna aujourd'hui, va pouvoir apporter des précisions. Bonjour David. La réponse simple et courte est que ne sont vraies les remarques de la représentative de l'Union africaine. Dana et Myriam ont déjà expliqué. Je vais essayer de faire un sommaire de nos actions pour l'Afrique, concrètement. Je voudrais souligner le fait que l'Union européenne produit 40% des vaccins. Les vaccins qui sont produits dans l'Union européenne représentent 40% de toutes les livraisons de COVAX qui sont livrées dans tous les pays dans le monde. L'Union européenne, c'est un contributeur majeur. L'Union européenne, c'est un des plus grands contributeurs pour COVAX, avec presque 3 billions d'euros. Donc, COVAX distribue ses contributions aussi à les pays d'Afrique. Les livraisons de COVAX en Afrique représentent jusqu'à maintenant 19 millions de vaccins et on va continuer avec les livraisons. Et aussi, on ne peut pas oublier l'initiative que Dana a déjà mentionnée, qui a été annoncée en Porto le 8 mai par la présidente de la Commission européenne sur le soutien pour la production locale des vaccins en Afrique. Ces projets ou ces initiatives compris 1 milliard d'euros pour gérer la production de vaccins, pour supprimer les obstacles de la production et aussi pour faire l'investissement dans la production de vaccins et aussi la capacité de production. Donc nous faisons beaucoup. Et aussi, un autre choix dans le domaine humanitaire, on ne peut pas oublier que nous soutenons notre partenaire en Afrique, dans le pays concret, par exemple la Tunisie et Namibie, où le mécanisme de protection civile était activé pour soutenir le système de santé, le système d'hôpital de ce pays, pour les aider
avec la crise. Et on a déjà mobilisé 100 millions d'euros pour soutenir la vaccination et la campagne de vaccination dans le continent. Donc, je pense que ce sont les exemples très concrets qui prouvent que les remarques que vous avez citées ne sont pas vraies. Merci beaucoup, Peter. J'aimerais juste ajouter qu'au-delà des exportations, au-delà de nos contributions à travers COVAX qui en fait apportent des vaccins à la plupart des pays africains, au-delà de nos intentions à moyen terme de construire la résilience et la capacité africaine de produire des vaccins, nous avons aussi annoncé des donations qui auront lieu jusqu'à la fin de cette année par des États membres de l'Union européenne, au-delà des 100 millions de doses qui vont être délivrées. Plusieurs pays ont annoncé ces donations de manière coordonnée au sommet de Rome qui était présidé par la présidente von der Leyen et par le Premier ministre italien le mois de mai. Voilà, merci beaucoup. À ce stade, y a-t-il d'autres questions pour Peter à ce sujet ou bien à d'autres sujets que Peter couvre? Donc, gardez vos mains levées, s'il vous plaît, seulement si vous avez des questions à ce sujet. D'abord, je vois qu'il y a une question de suivi de David. Vas-y, David. Non, en fait, c'est autre chose. C'est côte garde libyenne. Donc, je ne sais pas. J'aimerais juste me rassurer qu'il n'y a pas d'autres questions. So, Joe and Luis, do you have questions for Peter on vaccine deliveries from Europe to Africa? If that's the subject of your question, please keep your hand up. Otherwise, take it down. That wasn't the subject of their question. Indeed, their hands are down. So, David, go ahead. Do we have David on the line? Oui. Yes, Oui. vas-y. Je suis là. Merci. Non, très, très simplement, Peter, je crois que ces compétences, disons, affaires extérieures, j'imagine que vous avez vu les images qui ont été prises par un avion d'une ONG, d'un bateau de la soi-disant garde-côte libyenne qui essayait d'arrêter un bateau de migrants avec les armes et avec des manœuvres assez dangereuses. Je voulais savoir si vous avez un commentaire, si ces gardes-côtes ont été ont fait partie de la formation de l'Union européenne, si le bateau utilisé a été financé par l'Union européenne, Trust Fund ou autres instruments, et si vous pensez que c'est acceptable de continuer avec la collaboration avec l'Italie sur la garde-côte libyenne. Voilà, merci. Merci beaucoup, David. Peter? Merci, David. Bien sûr, nous avons vu la vidéo sur cette action, sur cet incident. Nous sommes en train de vérifier les faits sur les circonstances de cet événement. Et bien sûr, c'est une chose que nous avons vue, c'est une chose c'est une source de soucis. Et nous allons demander les explications de notre partenaire libyen aussi dans notre contact régulier. Et nous sommes, comme je dis, nous sommes en train de vérifier les circonstances et les faits de cet événement. Bien sûr, nous allons suivre cet incident très, très profondément. Demander les explications et aussi faire une investigation sur qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est tout que je peux dire dans ce moment. Merci, Peter. Are there any additional questions for Peter at this stage on this subject or on other subjects? I understand. Yes, go ahead. Yes, and then Joe. Hello. It's on the other subject, I mean, it's on the Eastern Partnership. Do these plans you have outlined at the beginning, do they include Belarus, as Minsk a couple of days ago it declared it doesn't want to be a part of this initiative anymore? Thank you. Thank you very much. Yes, it includes the people of Belarus. As you know, currently, due to the behavior of Lukashenko regime, basically almost all contacts and all cooperation with the regime are suspended.
And the European Union was very clear when we were reacting to the unacceptable repression going on in the country and disrespect for human rights and fundamental freedoms. We were very clear that we are not going to have business as usual with the authorities. We introduced sanctions and restrictive measures, but we are always very clear in stressing that this does not have impact on our contacts with Belarusian people, with the civil society, and in the end, the Eastern Partnership is about bringing benefits for people, for the population. So we will continue doing as much as we can with the civil society in Belarus, with people in Belarus. Some of the priorities which are contained in the proposal concern also students, mobility, and people. So where appropriate, these initiatives will include Belarus, but of course within the red lines which are given by the EU's positions on what is going on in Belarus. And you know also, as announced by the President of the Commission not so long ago, there is a huge specific package of 3 billion to support the necessary reforms of the democratic Belarus once the regime stops the repression, embarks on the nationwide inclusive dialogue, and once the people will get a fair and free chance to express their wishes and their views about how their country should be run in free elections. Thank you, Peter. Are there any additional questions for Peter? I understand that Joe has a question for Peter because his hand continues being up. Joe. Hi, Dana. Thank you. Yes, it's on vaccines and the Commission's coordinating role in the Green Certificate. And given the fact that member states have to... Sorry to interrupt you. I was still at the chapter of questions for Peter on foreign affairs, and I will get back to you very rapidly about our coordination role on the Green Certificate, if you do not mind, because I understand that Lawrence has a question for Peter. As his hand is up. So, Lawrence, is it for Peter? Is it foreign affairs? Yeah, just a very quick follow-up to the previous answer. So, Peter, any funds that were allocated under the Eastern Partnership that would go to any kind of transport project or other concrete project in Belarus, perhaps connecting it with neighbouring Eastern Partnership states, those funds will not be given. Is that correct? Well, if we are talking about the future funds which are included in the economic and investment plan contained in this proposal unveiled today, then of course not, because there are the red lines which I mentioned. The previous projects had been reviewed, and the cooperation with the Belarus has been reviewed in light of the unacceptable developments in the country, and basically almost all the projects which were done with the authorities, or which there was any financing that could go to the authorities, was put on hold. Thank you, Peter. I think this has completed the list of questions for Peter today, so thank you very much. And now I would like to go back to Vincenzo, if he's still online, because he asked a question about UEFA and our position on that. This would be a question that is for Stefan, who should be connected. Stefan, are you there? Hello, you see me, hear me? All good. Very good, excellent. Okay, thank you very much for this question. Actually, I don't think I have anything new to add to what I said yesterday on this topic. The first thing, however, I would like to stress is that the organization of sports events is a national competence. It's not an EU competence to organize such events. So that's very important to stress from the beginning. However, and as was also stressed on several occasions by Vice President Skinas and Commissioner Kyriakides, we need to remain extremely vigilant and maintain non-pharmaceutical interventions while vaccinations progress to higher levels, especially as the virus, and in particular the variants, continue to circulate. So vaccination remains the key message for our European citizens. And by the way, I'd like to refer to what EMA said yesterday to the press briefing, where it indicated on the basis of the latest analysis, double doses offer a high protection against the variants. Of course, further examination is still required, but it's an important message. Now, the ECDC, the European Center for Disease Control and Prevention,
continues to monitor the situation and has already issued several recommendations regarding large gatherings. And on the 15th of June, the ECDC published recommendations in the area of the UEFA Championship organization. This guidance stresses again the importance of vaccination and also to bear in mind the non-pharmaceutical interventions I refer to, such as, for instance, hand hygiene, wearing of masks, and so on. So we call on member states and sports organizers, obviously, to follow these very important recommendations. The virus is still out there, the variants are still out there, so lots of work is still to be done. Thank you. Thank you very much, Stefan. And as we have Stefan online, do you have additional questions for Stefan on this matter and COVID-related matters more in general? So please only keep your hand up at this stage if you have questions for Stefan in the room and online. I see several hands up, so Tommaso. Oui, bonjour. Bonjour. Merci, Tommaso Gallavati, Adrianakranos, Italie. Ce sont deux questions sur les vaccins. La première est parce que CureVac a publié les résultats des trials sur son vaccin contre la COVID-19. Ils ne sont pas des data très positifs, et peut-être parce que les tests ont été faits pendant la diffusion des variantes, mais en fait, les vaccins donnent une protection totale contre les risques de mort et d'hospitalisation. J'ai lu que la Commission pourrait annuler les contrats avec CureVac. Est-ce que c'est vrai ou non? Et la deuxième question, c'est sur les autres vaccins candidats. Vous avez des négociations en cours avec Valneva et Novavax, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous prévoyez des développements à court terme, notamment avec Valneva? Merci. Merci Tommaso. Stéphane, CureVac, Valneva. Oui, merci beaucoup. En ce qui concerne CureVac, d'abord, je tiens à souligner que c'est aussi une question qui a été soulevée hier à l'occasion du press briefing avec l'EMA, et l'EMA continue évidemment à suivre les résultats des tests de ce vaccin. Comme tu le sais, Tommaso, le CureVac est actuellement en rolling review par l'EMA, et donc nous attendons d'abord l'évaluation qui en est faite par nos collègues de l'EMA, dont le but c'est justement de vérifier l'efficacité et la sécurité de ce vaccin. Donc ça, c'est le premier élément à souligner. Ça explique aussi que nous ne sommes pas en mesure à ce stade-ci de nous prononcer sur les aspects contractuels de notre relation avec CureVac. Nous sommes en contact avec la société, nous, ça veut dire commission, États membres et société, pour voir comment gérer la situation, quelles sont les prochaines étapes. Mais donc, je ne peux pas donner plus d'informations sur les aspects contractuels à ce stade-ci. En ce qui concerne les négociations avec Novavax et Valneva, oui, ces négociations sont en cours et nous vous tiendrons évidemment informés de nouvelles étapes qui pourraient être franchies dans le cadre de ces négociations. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane à ce sujet, Covid, vaccin? Je pense que Louis, go ahead. Pour Stéphane, mais c'est par rapport à la carte de l'ECDC. Hier, l'ECDC a mis à jour la carte de l'Europe, de l'incidence de la Covid. Et on avoue qu'il y a seulement des pays en Europe avec des zones rouges et oranges, l'Espagne et le Portugal. Concrètement, l'Espagne, il y a 6 régions qui sont la couleur rouge. Donc, ma question, c'est est-ce que vous êtes préoccupé parce que l'incidence en Espagne a grandi pendant la semaine dernière, et si vous compreniez que s'il y avait certains pays qui imposent de nouvelles restrictions pour voyager en Espagne, ou vous croyez que la situation est contrôlée, il n'y a rien qui vous concerne. Merci. Merci Stéphane.
Merci beaucoup. La lutte contre le virus et les variantes n'est pas encore finie. Donc oui, nous sommes évidemment préoccupés, c'est certainement le cas. Ce qui est important, c'est que nous assurons la vaccination d'un nombre suffisant de gens. Et comme tu sais, nous avons introduit cet objectif de 70% de vaccination de la population adulte. Et c'est très important. C'est pour cette raison-là que la présidente, le vice-président Skinas et la commissaire Kyriakides insistent tout le temps sur l'importance de la vaccination. Donc nous continuons à suivre ceci. Les cartes de l'ECDC nous permettent de donner un bon aperçu, je dirais, de la situation épidémiologique dans les pays et dans les régions. Ce qui est important maintenant, comme c'était déjà le cas avant, c'est que d'abord nous continuons à assurer les livraisons d'un nombre suffisant de doses et qu'ensuite les États membres assurent le plus rapidement possible l'administration de ces doses à leurs citoyens, encore une fois, pour être mieux protégés contre ces virus et contre ces variantes. Évidemment, nous n'allons pas nous prononcer sur des pays individuels, mais c'est une situation que nous suivons dans tous les pays. Et finalement, j'aimerais bien ajouter que la commissaire Kyriakides est en train de faire un tour de plusieurs États membres, où elle part avec plusieurs États membres pour mieux suivre la situation, identifier des défis et voir de quelle manière la Commission peut aider les États membres à faire face à ce défi très important. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, il faut rester vigilant. C'est le message que nous passons à tous les niveaux. Et même si l'Europe s'ouvre, et heureusement qu'il y a des ouvertures et que la vie a repris dans beaucoup de nos États membres, il est important de garder cette vigilance et de baser toute décision sur l'évidence scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Stéphane au sujet Covid? Je pense que Louise d'abord a un follow-up. Effectivement, vas-y Louise. Si vous pouvez me donner une réponse un petit peu plus concrète de l'Espagne. En fait, c'est le seul pays qui a 6 régions en zone rouge. On est au milieu de l'été et c'est le seul pays qui a une incidence plus haute en Europe. Donc, est-ce que vous êtes préoccupé pour la situation en Espagne? Stéphane. Merci beaucoup, mais encore une fois, nous ne sommes pas en mesure de dire État membre X ou région Y doit faire ceci ou cela. Les vaccinations sont une compétence des États membres, donc ça serait une première chose. Évidemment, comme je viens de l'expliquer, nous suivons la situation dans tous les États membres avec beaucoup d'intérêt évidemment. Et partout où il y a des retards de vaccination, il est très important que les États membres, que les régions font le nécessaire pour assurer la vaccination et l'administration des vaccins qui sont délivrés par les sociétés de vaccins. Et dans la mesure du possible, évidemment, comme la Commission l'a fait, nous sommes là pour aider les États membres à donner le soutien nécessaire. Merci. Mais il n'est pas pour nous pour faire des évaluations individuelles ni par région ni par État. Nous avons des agences qui suivent de très près la situation, qui regardent les données et les évolutions et qui donc montrent les résultats de leurs analyses. Et c'est dont tu t'es référé, Louise, en mentionnant la nouvelle carte de ECDC. Voilà, je pense que maintenant David a une question pour Stéphane. David. Très rapide. Stéphane, par rapport à les estimations qu'a présentées la présidente von der Leyen au Conseil européen le 24/6 pour le mois de juillet, on a moins de 100 millions de doses prévues, même si AstraZeneca n'est pas confirmé, donc on pourrait arriver à 130 ou quelque chose comme ça. Je voulais savoir si avec ces chiffres, vous confirmez l'objectif d'arriver à 70% de la population adulte vaccinée avec 2 doses, donc complètement vaccinée pendant le mois de juillet. Merci beaucoup, David. J'aimerais clarifier d'abord qu'il y a deux niveaux en ce qui concerne le processus de vaccination. Et il y a 2 tâches très importantes. La première tâche est d'avoir les doses des vaccins pour pouvoir effectuer les vaccinations. Et c'est
c'est la Commission qui s'est donné comme objectif de délivrer assez de doses pour assurer la vaccination des 70% de la population adulte en Europe au mois de juillet. Donc, si tu veux, notre target à nous, Européens, est celui de livrer, c'est la livraison des doses qui sont nécessaires pour vacciner ce pourcentage de la population. Parce que la vaccination elle-même, l'acte d'injecter, c'est pour les autorités médicales des États membres eux-mêmes et c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas, dont nous ne sommes pas responsables. Mais évidemment, nous espérons qu'une fois qu'ils ont les doses pour vacciner 70% de la population, les vaccinations vont suivre très, très, très rapidement. Et je donnerai la parole maintenant à Stéphane pour parler sur les chiffres des livraisons pour le mois de juillet. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand-chose que je peux ajouter à ce stade-ci. Nous pensons en effet que sur base des prévisions des différentes sociétés, sur base de ce qui a été déjà livré, qu'un nombre suffisant de doses sera livré en effet pour permettre la vaccination telle que expliqué par Dana. En ce qui concerne les chiffres, nous sommes maintenant en train de compiler les derniers chiffres de la fin du deuxième trimestre et nous serons en mesure de vous donner des chiffres plus spécifiques très rapidement. Jusqu'à présent, je me réfère à ce que vous trouvez sur notre site Safe Vaccines in the European Union où le 30 juin, donc ces chiffres doivent encore être mis à jour sur base des toutes dernières livraisons. On a indiqué une livraison de 433 millions de doses et 359, presque 360 millions de doses qui ont été administrées dans l'Union européenne, ce qui correspond à une vaccination de 61% de la population adulte, 61% de la population adulte ayant reçu au moins une dose. Mais encore une fois, nous suivons ces chiffres. Ça change rapidement. Il y a beaucoup de livraisons qui sont en cours. Et donc, je vous invite aussi à suivre régulièrement notre site Safe Vaccines où ces chiffres seront mis à jour de manière régulière. Merci. Effectivement, il y aura un update juste après ce qu'on va finir, ce midday briefing. Voilà, il y a maintenant James qui veut poser une question. James, it's a question for Stefan, I understand. So in that case, go ahead. Correct. Good afternoon, all. It's James Frenny from the Daily Mail. Just a quick one. There's a story on the front page of the Daily Telegraph this morning saying that Brits have been jabbed with an Indian-produced version of AstraZeneca known as Covid Shield will not be able to travel to the EU this summer. The reason being is that the EMA have not approved this batch of vaccines. I'm just wondering, is the Commission aware of this issue with regards to travel from the UK? And secondly, I think, Stefan, you've already answered it in response to a previous question, so forgive me for asking the same thing. But does this effectively mean that Brits, can't come to the EU this summer if they've been jabbed with that batch, or can countries go it alone? Thanks. Thank you very much. James, I think the question is slightly more complex and it may be related to the EU certificate. The angle being that member states issue certificates to people vaccinated with the EMA-approved vaccines. They may issue certificates to people vaccinated with vaccines listed by WHO, but that indeed would be a question more for Christian, and I will invite Christian to join me on stage to open this lines of questions, because I know that several other colleagues will have questions in relation to the certificate afterwards. Yes, thank you, Dana. Thank you, James, for the question. I think that allows us to clarify once more a few elements. As Dana said, indeed, for the certificate, it is of course clear that you will get the certificate and that it should be accepted for EMA-approved vaccines, but it is also possible for member states to accept certificates with other vaccines, particularly WHO-approved
vaccines, but let me remind you in this context that the EU digital COVID certificate is not a precondition for entering the EU. I'm speaking here a bit under Adalbert's control, but there the question is rather regulated by the recommendation that we have on restrictions for entry into the EU, where there are two pathways, as you might remember. One is to be on the annex of this recommendation, the list of countries from where it is possible to come to the EU because there is a low incidence rate, and the other is vaccination, where again there is a distinction between EMA-approved vaccines, where member states should accept them, and the WHO-approved vaccines, where member states also can accept them. So it is a bit more nuanced, and I don't think you can say that it will not be possible to come to the EU with this vaccine. Thank you very much, Christian. Are there any additional questions for Stefan on vaccines first? So please keep your hand up if you have questions for Stefan on vaccines. I understand that Bruno has a question on vaccines. Go ahead, Bruno. Do we still have Bruno on the line? Yes. Yeah, just to be clear. So the issue here is this Covishield AstraZeneca vaccine that's made in India, but it's biologically exactly the same as the EMA approved one. Are you saying that for it to be automatically included on the Green Pass, it would have to be first approved at the EMA? And just to confirm, you know, there are a group of countries, 7 countries, I believe, in Schengen, who have said that they will accept Covishield because it's WHO authorised. As far as the Commission is concerned, that is totally within the rules. Just to confirm that, please. Thank you. Maybe Stefan, yes. On the COVID, Stefan, on the first on which are the vaccines which were approved by EMA and the status of Covishield in relation to that. Thank you very much. Well, indeed, we have, for the time being, 4 approved EMA vaccines, and these 4 approved EMA vaccines are, of course, allowed to be put on the market and are, of course, accepted. That's the whole philosophy of our EMA authorization procedure, the objective of which is to prove that vaccines are efficient and safe. The Covishield vaccine is not covered by the marketing authorization by EMA, so it has not received a market authorization or not received an opinion from EMA. Of course, the Covishield manufacturer, I would say, is always free to request the authorization of this vaccine, but for the time being, it is not the case. And that brings us again to the situation that was explained by Christian in the context of the certificates. When we are dealing with vaccines that are authorized by EMA, of course, member states should accept them. If a vaccine is not authorized by EMA but listed on the WHO, member states can indeed approve this vaccine. Maybe to add to this, that in order to assure a coordinated approach here, the Commission is obviously in contact, in discussion with the member states to go through these different vaccines and to see which is the best coordinated approach to follow here. Thank you. Thank you. Anything to add, Christian? I don't have anything to add to this wise answer, Stefan. Very wise. Good. So then we go to Joe, who also had a question on the EU certificate. Yeah, and it's back to the idea of Covishield. Bruno mentioned there's 7 countries that are accepting Covishield. And given the Commission's coordinating role in the Green Pass, how many member states have told you they won't accept Covishield as a recognised vaccine? Thank you. I wonder if we have that information about those that will not. Member states should indeed inform us, according to the regulation, about the issuance of the certificates and about acceptance of different vaccinations. This is a process that is now has now started, and we have started collecting this information and putting it together. But I'm at this point in time not yet in a position to give you an overview. So you will have to give us a couple of days to look into this. Indeed, the process started yesterday, and it may take a bit of time to gather and to have an overview.
Joe, you have a follow-up question. Go ahead. Yeah, sorry, Christian. I was going to ask you how long are you going to take before you make this information public? But maybe you could. Are you going to make this information public? Is it going to be available on an easy-to-access portal or a website? So, kind of potentially British travellers or people that have received the Covishield vaccine elsewhere will know where they stand when they look to book travel into the European Union. Thank you. Look, I mean, we have a very good portal, Reopen EU, already, where you can find a lot of information about basically everything that we receive from member states. We normally put there. Yeah, this information, according to the regulation, should be given to the Commission and also to the other member states, so they should also receive that. But I'm sure that everything that can be useful for travelers, we will also put at Reopen EU once we can. It is absolutely right that it's important for citizens, whether from the EU or from abroad, to have the right information about the requirements for entry in the EU member states and the papers that they would need or the evidence that they would need to bring about regarding their vaccination. This is why we created this Reopen EU website, and we intend to offer a good and easy service to people. But for having it up-to-date, we rely on information provided by the member states, which we hope to have in real time, really, because as the summer approaches and people will start moving more, it is really important to offer that service and the possibility to people. Indeed. So I think that we have exhausted the list of questions for Christian. No, I think that Nick has a question. Nick, go ahead. Yeah, thanks, Anna. It's just a really quick follow-up on that, because Christian mentioned that you're already talking to member states about the vaccines on the WHO list. I mean, this is clearly a bit of a sort of an unintended loophole. It doesn't really seem to be in the spirit of the recommendation you made. So I just wonder whether you're recommending to member states that they accept this Covishield vaccine. Thanks. Thank you very much. The sound broke several times, Nick, but I hope that Christian got the gist of your question about whether we recommend anything in relation to these vaccines to the member states. More or less, I think. I mean, on the legislative side, it's clear there are these two options, and there is for member states some flexibility, which I think is a certain logic to it, because of course vaccines that have been approved throughout the EU should of course be accepted by everyone, and on the rest, I think, as Stefan more eloquently than me explained, we are working with member states in the relevant fora on the health side, where I would like to remind you that this is still mainly a member state competence. We're working with member states for a coordinated approach as much as possible, of course. And for transparency reasons, to provide the relevant information to people. I think this really concludes the line of questions for Christian and for Stefan on COVID and certificates. Just to provide an answer relevant to David, I already have the updates regarding the deliveries of vaccines so far. So as of today, 479 million doses have been delivered in the EU so far. And as of today, we have 368.6 million vaccinations in the EU and 153 million full vaccinations. So people who have had either 2 doses of the vaccines that require 2 doses or 1 dose of Johnson & Johnson. So that concludes the information that we could provide today on vaccines. Do you have any additional questions for us today on other measures, on other issues? Yes, I see that Mark has a question. Mark, go ahead. Yes, good afternoon. Concerning reciprocity from the U.S., does the Commission have any updates about the U.S. allowing Europeans to do non-essential travel to the U.S.? Thank you very much, Mark. Actually, that is also a question for Christian, who just left the podium, but he will return to you bilaterally on this. There are no updates, actually, in comparison to what he said previously, but if
Yes, and he is able to repeat to you what he has said in the press room recently about reciprocity bilaterally on the phone. Right, but perhaps Adalbert, who's connected, has an angle to add on this. Adalbert, are you there? I am here indeed. So maybe just to recall that this issue is something that we've been discussing with our partners in the US now for a while. It was something that was also highlighted in the statement after the EU-US summit on the 15th of June, where both the EU and the US resolved to support efforts to ensure safe and secure global mobility, and a first meeting of our joint expert working group took place on the 18th of June. It was also an issue that was discussed at the ministerial level during the EU-US meeting on justice and home affairs, a ministerial meeting that took place in Lisbon on the 22nd of June. And at that point, we committed to reinitiate secure travel between the US and the EU as soon as possible, based on principles of mutual cooperation, efficient operation of the international travel system, and scientific evidence. These discussions are ongoing, and as soon as we have something to announce, I think we will be communicating about this. Thank you, Adalbert. Are there any additional questions on EU-US? Yes, I think that Lawrence wishes to add something. Lawrence? I don't wish to add something. I'm asking the questions. Adalbert's usually beautifully comprehensive answer of every time it's been discussed. But Adalbert, what are we talking about? Weeks or months? Adalbert, timing. Thank you. From our side, the situation is very clear. We have a council recommendation in place, which now has the US on the annex to that recommendation, which means that travel, non-essential travel from the US is open. That is a decision that has been taken by the council. And our epidemiological situation is improving. We have a system in place now in force to prove vaccination status or indeed any COVID status in a reliable way. So now really the ball is in the court of our US partners to take the decisions on their side. So I think you're probably your question is probably would be better asked to the US authorities. Thank you. Are there any additional questions for Adalbert on this matter or on other matters that he covers? This doesn't seem to be the case, so thank you, Adalbert. Are there any other topics that you would like to discuss with us today? Yes, go ahead. Dana, Giuseppe Laudanianza. Je voudrais te demander des explications sur la visite hier à Ljubljana pour le début de la présidence slovène et surtout sur l'incident qui a vu comme protagoniste, si on peut appeler entre guillemets un incident, le vice-président Frans Timmermans qui n'a pas pris part à la photo du groupe. Je voudrais des explications pour ça. Merci. Merci beaucoup, Giuseppe, pour ta question. Je pense que les explications sur la raison pourquoi le vice-président exécutif Timmermans n'a pas participé à la photo du groupe à Ljubljana étaient données par le vice-président exécutif lui-même de manière très claire et très ouverte, très franche hier même. Donc, je pense que sur cela, la chose est claire. Et effectivement, donc, il n'a pas été sur la photo du groupe ou des familles qui réunissaient la présidence slovène et les collèges. La présidente a eu une discussion évidemment avec les vice-présidents exécutifs et elle respecte sa décision de ne pas participer à cette photo du groupe, disons institutionnelle qui a eu lieu hier. Donc pour nous, cela conclut la chose et c'est tout ce que j'ai ajouté à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet sur la visite à Ljubljana? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets?
Yes, Catherine was there with a question on the OECD minimum tax agreement. So go ahead, Catherine, ask your question. Yes, Dana, thank you. My question is about the agreement, the proposal that was reached yesterday. 130 countries have signed up to the idea of a minimum global tax rate of 15%. And the EU has always held out for a more global or at least OECD approach. And now you have it, but there are 3 EU countries, Estonia, Hungary and Ireland, who aren't participating. So will the EU as a whole be supporting this initiative, and what will you do to persuade those EU states who haven't signed this proposed agreement? Thanks. Catherine then should be connected to answer this. Yeah, there he is. Hi, Dana. Hi, Catherine. Thanks for your question. The European Commission welcomes the technical level agreement that was reached yesterday at the OECD Inclusive Framework meeting. It was supported, as you said yourself, Catherine, by 130 countries, including all G20 members. This paves the way for an unprecedented global solution, bringing fairness and stability to the international corporate tax framework. You would have seen as well, Commissioner Gentiloni tweeted on this last night, calling the agreement historic. From our side in the European Commission, we will continue to contribute actively to ongoing multilateral discussions to ensure that this agreement will be fully endorsed by the G20 in July. Once the agreement is finalised, and as we've said before, the Commission will move quickly to put it into practice in the EU. Now, on your specific question regarding the 3 member states, discussions are continuing with all members of the inclusive framework, including those member states, with a view to reaching agreement on the remaining technical details by October. And we are confident that as the technical details of the proposals are further developed over the coming months, the remaining member states will be able to sign up to the agreement. Thank you. Are there any additional questions for Dan on the OECD agreement reached at technical level yesterday? Yes, Catherine, you have a follow-up. Go ahead. Just, Daniel, if you could say a bit about what exactly are the barriers for countries. I mean, we see that there are carve-outs of, for example, extractive and financial services area, if I've understood the document correctly. So what exactly is the barrier for the states, the 3 states that have been mentioned? Thank you. Dan. Thanks, Catherine. Listen, I don't think it's really for me now to be commenting on behalf of the members of the inclusive framework. You know that there are discussions ongoing. The statement was released last night, and we have said that this process is going to continue, and there's going to be a lot of technical work ongoing between now and October. So I don't think it really for me to provide words or comments on behalf of other people. Thank you very much. Are there any additional questions for Dan on this subject? I see one hand up. No hand up. So nothing for Dan. Thank you, Dan. And I believe that, yes, Joe has a question. Go ahead, Joe. Hi, I presume it's for Dan, because it's kind of on UK-EU relations. So just looking if you've got any early reaction to the letter sent by Environment Secretary George Eustice, which basically sets out that automatic recognition for EEA and EU natural mineral waters will cease from the 7th of January next year. So basically it alludes to Perrier and some Pellegrino and Evian water being sold in the UK. Thank you. Thank you, Joe. Dan, do you already have a reaction to that letter, on that letter? No, thanks, Joe, for your question. Indeed, I've seen this. We're aware of it. But I have no specific comment to make at this exact moment in time. I'll have to check with the relevant services which received the letter before commenting further. I would just point out that you should take a look at one of the preparedness notices that we published on this, on mineral waters. But beyond that, we will have to get back to you on the letter itself. Thank you, Dan. Any additional questions for Dan? I'm not sure that it's for Dan, but there are no other questions for Dan, so I will give the floor to Stéphane. Sujet complètement différent. C'est par rapport à l'exportation. Tu m'entends? Oui, tout va bien. Vas-y, Stéphane.
Oui, c'est par rapport à l'exportation de fromage suisse vers l'Union européenne. Normalement, les exportateurs ont un tarif préférentiel, mais hier, pendant toute la journée, apparemment, un tarif pays tiers a été facturé. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est un problème technique ou plutôt politique, éventuellement lié à l'accord cadre? Oui, si vous avez une réponse là-dessus. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Je regarde Myriam qui couvre les affaires trade et elle n'en est pas connaissance. Donc nous allons regarder ceci de très près, la question du tarif pour le fromage suisse. Et nous allons revenir vers toi avec une réponse, j'espère dans les plus brefs délais. Et peut-être que la question sur le fromage suisse conclut notre réunion d'aujourd'hui. Je regarde s'il y a encore d'autres questions sur d'autres sujets. Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup pour votre attention et participation active. N'oubliez pas les briefings techniques sur les plans de reprise et de résilience lituaniens qui aura lieu à 13h30. Et bon appétit entre-temps et à lundi.